Madame, Monsieur, distingués invités, bonjour, je suis l'honorable Christelle Vwanga, je viens de la République démocratique du Congo. Je suis députée élue de Kinshasa et présidente du réseau des parlementaires abolitionnistes. Je m'en vais de ce pas remercier les organisateurs, merci de nous inviter et merci de nous permettre d'introduire ce panel dédié aux droits civiques et politiques en Afrique. Et il m'a été demandé de parler de la lutte des femmes dans le monde pour la promotion et la protection des droits civiques ainsi que la participation politique des femmes en ce mois de mars, mois dédié aux droits des femmes. Ce qu'il faut savoir de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne d'Olympe de Gouges en 1791 aux prises de position actuelles sur le droit à l'avortement inscrit dans la Constitution française comme droit fondamental, les luttes contre les discriminations sexistes ont énormément évolué, mais n'ont jamais cessé. Étant donné que l'histoire des droits civiques et politiques est souvent racontée au masculin, Madame, Monsieur, permettez-moi aujourd'hui de vous la raconter au féminin. En 1903, Emmeline Pankhurst, une femme politique britannique, crée l'Union féministe sociale et politique avec comme slogan « Des actions, pas des mots ». Lutte qui se caractérisait par la désobéissance civile. Grâce à leurs actions, elles vont obtenir le droit de vote pour les femmes britanniques. Rosa Parks, une militante afro-américaine et figure emblématique de la lutte contre la ségrégation raciale aux États-Unis, ce qui lui valut le surnom de mère des droits civiques par le Congrès américain. Harriet Tubman, surnommée Moïse du peuple noir, est une esclave évadée qui aidait des esclaves à s'enfuir malgré le danger pesant sur sa propre liberté. Elle a participé de nombreuses façons à la lutte contre l'esclavage et le racisme. Kimpa Vinta, en 1704, une femme se lève qui créa un mouvement de protestation contre les dérives de la puissance portugaise au royaume Congo. Elle fut capturée et brûlée vive. Madame, Monsieur, vous allez donc comprendre que les femmes ont toujours occupé une place de choix dans la lutte pour la promotion et la protection des droits civils et politiques. Winnie Mandela, Simone Veil, Simone de Beauvoir, les exemples sont légion. En Afrique déjà, en 1930, les femmes togolaises ont organisé une marche afin de protester contre l'instauration des nouvelles taxes dans les marchés. Elles seront arrêtées et emprisonnées. En 1947, les femmes ivoiriennes, membres du PDCI, le parti d'Houphouët-Boigny, vont organiser la marche du Grand Bassam. Elles seront contre la colonisation, elles seront arrêtées et emprisonnées. Concernant la participation politique de femmes ou du leadership féminin, avec ma petite expérience, je suis à mon deuxième mandat à l'Assemblée nationale. La première chose que les femmes doivent faire, c'est comprendre que le système du pouvoir est basé sur la partitocratie. On peut être membre de la société civile, on peut être technocrate, mais pour occuper de postes ou bien pour être nommé, il est évident que la manière la plus simple, c'est d'adhérer dans un parti politique, de militer dans un parti politique. Et lorsqu'on y va, il faut savoir que la première chose pour un militant, c'est la conquête du pouvoir. On ne peut pas accepter d'être membre d'un parti politique et relégué à un autre niveau. Toujours dans ce registre, il m'a été demandé de parler des mesures incitatives qui peuvent permettre à plus de représentativité des femmes. Je suis honorée parce que le mandat passé, j'ai porté l'amendement selon lequel toute liste électorale qui ne présentera pas 50% des candidatures féminines devrait être rejetée. Je vous dis, chers invités, c'était la seule fois où les hommes de la majorité et de l'opposition étaient unis ensemble pour me barrer les chemins parce qu'il ne fallait pas inscrire cette incise au niveau de la loi électorale.
malheureusement ou heureusement, on a trouvé un juste milieu. On a fini par conclure que les listes électorales qui vont présenter 50% des candidatures féminines ne paieront pas la caution. Ce qui fait donc qu'en 2018, le taux de représentativité des femmes à l'Assemblée nationale était de 10% et pour cette législature, nous sommes allés jusqu'à 15%. Le leadership féminin, il doit être basé sur quel élément? En termes d'expérience, je parlerai du développement personnel. Pourquoi je le dis? Parce que plusieurs femmes, lorsque nous nous intéressons en politique, on oublie une chose, que la politique est un monde de costauds, pour ne pas dire de machos. Alors, lorsque nous partons en politique, j'ai souvent l'habitude de le dire, en politique, il n'y a pas de sexe. Il n'y a pas de femmes, il n'y a pas d'hommes. Il n'y a que des sièges à conquérir, il n'y a que des intérêts. Et c'est très important de miser sur la promotion des soi. C'est très important d'aller à la quête des valeurs ajoutées. Et c'est grâce à ces valeurs que les femmes peuvent retrouver un fort leadership en politique. Le réseautage. Il est important pour les femmes d'avoir un réseau, comme on le dit en journalisme, de tisser sa toile d'araignée. Un réseau constitué non seulement des femmes, mais aussi des hommes. C'est important d'évoluer en groupe, parce que souvent, il y a des répressions, il y a des discriminations, et il est important d'avoir un réseau qui peut vous soutenir. Sur les questions de l'éducation et de la sensibilisation, je considère l'éducation comme la clé, parce que grâce à l'éducation, nous pouvons idéologiser une population. Et en rapport avec la participation politique des femmes, je me rappelle toujours, en 2018, lorsque j'étais candidate à Kinshasa, la capitale, j'aurais trouvé des jeunes filles qui me posaient la question de savoir pourquoi je n'attendais pas. Ils trouvaient que j'étais jeune. Et la population m'avait même surnommée Ujana, en swahili, qui veut dire la petite. Et curieusement, les hommes de mon âge, eux, n'avaient pas de surnom. Donc je rencontrais des femmes qui étaient choquées par mon jeune âge en politique, mais elles n'étaient pas choquées du tout par des hommes qui avaient le même âge que moi et qui étaient candidats. Et cette question de l'éducation va nous permettre d'enrayer tout ce qui est stéréotype, tout ce qui est cliché, tout ce qui est pesanteur culturelle qui empêche les femmes d'évoluer. La sensibilisation passe par l'information. L'information, c'est le pouvoir. La femme doit connaître. Elle doit connaître ses droits. Elle doit connaître qu'elle peut. Et c'est vrai que nous sommes, si je dois prendre l'exemple de la RDC, évidemment, il y a beaucoup de pesanteurs, mais grâce aux organisations et à la société civile, nous essayons toujours de mener des actions en vue de sensibiliser plus de femmes sur la question des droits des femmes. L'avenir de l'engagement politique des femmes. Pour moi, ça doit être basé sur 3 points essentiels. Premier point, la préparation. Une femme qui veut faire la politique doit être préparée. Elle doit se préparer. Elle doit lire. Il y a beaucoup de femmes politiques qui ont écrit. Hillary Clinton, Simone Veil, elles sont nombreuses. Elles ont beaucoup écrit. Moi, par exemple, j'ai appris qu'il y avait un plafond de verre. J'étais encore jeune, j'avais lu le livre d'Hillary et elle parlait des plafonds de verre pour les femmes. C'est-à-dire, tu peux beau être intelligente, à un moment donné, on te rappelle, quelque part, tu dois t'arrêter parce que tu es une femme. Elle a parlé également des discriminations horizontales et verticales en ce qui concerne les femmes, et ça, je l'ai su très tôt. Il faut avoir la détermination et le courage. Je dis toujours que le courage, c'est la plus belle des qualités. C'est la qualité qui nous permet de faire ressortir tous les talents que nous avons. Enfin, il y a un espoir. Il y a un espoir sur le modèle du leadership, le nouveau modèle du leadership féminin, en voyant ça et là, en Afrique, en Asie, en Europe, en voyant les femmes qui émergent, il y a lieu de garder espoir. Mais on ne peut pas oublier que lorsqu'on demande à une femme de prouver, de travailler, celle-là, elle doit travailler plus que les autres pour démontrer de quoi elle est capable. Madame, Messieurs, je ne saurais conclure mon propos sans parler de la situation des femmes en République démocratique du Congo, dans l'Est, qui sont victimes de nombreuses formes de violences sexuelles. Ma première fois à l'Assemblée nationale, j'avais 12 ans.
j'étais élève et j'ai participé à une cérémonie de passation de mémoire où on avait invité les élèves, filles de la capitale, pour venir écouter et entendre les témoignages des femmes victimes de violences sexuelles. Et ce jour-là, j'étais marquée à vie et je savais que j'allais travailler dans ce domaine. Du haut de mes trentaines d'années aujourd'hui, 2e mandat au Parlement, je vous avoue que les choses n'ont pas changé. Informez-vous sur Internet, il y a des articles, il y a des vidéos. Ce qui se passe dans l'Est de la République démocratique du Congo est un crime contre l'humanité. Et en ce qui nous concerne, nous les femmes particulièrement, il faut le savoir, en se taisant sur les massacres, sur les viols des femmes dans l'Est du Congo, nous participons tacitement à une culture. Et cette culture, c'est la culture de viol comme arme de guerre. Et Martin Luther King l'a dit, une injustice faite quelque part, c'est une injustice faite partout. Je vous remercie.